Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue aux 20h. Un incendie a détruit aujourd'hui plus de 150 hectares de garrigues au-dessus des Calanques de Marseille. Il n'est toujours pas maîtrisé. Il aurait été provoqué par un tir lors de manœuvres dans un camp militaire. En Corse, le pire a été évité de justesse ce matin. À l'aube, un jeune homme a été légèrement blessé par l'explosion d'une voiture piégée. L'attentat visait des locaux où vivent des familles de gendarmes près de Bastia. La nuit, pendant plus de 6 minutes, en plein jour, l'Inde, la Chine et une partie du Pacifique ont vécu la plus longue éclipse solaire du siècle. Nous étions là où il fallait être pour en profiter. 64 cas de grippe A ont été diagnostiqués chez 2 groupes d'adolescents étrangers en vacances en région parisienne. Nous verrons que le virus se propage plus rapidement que prévu et pour y faire face, désormais, ce seront les médecins généralistes qui seront sur le pont. Attention, merveille en danger. Petra, en Jordanie, l'un des plus beaux sites touristiques du monde, serait menacé par son succès. La fréquentation des touristes est en cause. Le reportage dans ce journal. Et autre monument d'un autre genre, le Tour de France offrait aujourd'hui son étape la plus difficile. C'est le luxembourgeois Frank Schleck qui a franchi en premier la ligne d'arrivée. Après avoir gravi 5 cols, Alberto Contador conserve le maillot jaune et creuse l'écart avec Lance Armstrong. On commence avec cet incendie qui est ce soir aux portes de Marseille. Il court au-dessus des Calanques et enflamme les paysages magnifiques comptés par Cagnol dans ses romans. 150 hectares de garrigues sont déjà partis en fumée. Sur place, Pierre Monégier, Nicolas Oer. Le nuage de fumée s'étend maintenant jusqu'à Marseille. Le feu a pris au milieu des montagnes sur ce terrain militaire. Très vite, des moyens aériens importants, notamment cet avion-citerne de grande capacité, 4 Canadair et 5 hélicoptères bombardiers d'eau se sont rendus sur place. Mais en l'absence de route, il a fallu héliporter ces hommes. La principale difficulté, ce sont les accès. Il n'y a pas d'accès. Donc il faut tirer les tuyaux ou alors travailler avec les hélicoptères, avec des détachements héliportés. Le vent, qui souffle toujours à 45 km/h, a poussé les flammes en direction de zones habitées. C'est maintenant la première urgence pour les soldats du feu. En direct de Cassis, on retrouve Pierre Monégier. Pierre, il y avait des manœuvres aujourd'hui et des tirs dans un camp militaire. Est-ce que le lien a été fait par les enquêteurs avec l'incendie ? Comme à chaque départ de feu, des enquêteurs sont déjà sur place. En l'occurrence, ils travaillent effectivement sur une zone militaire sécurisée, ce qui semble exclure a priori toute intervention extérieure. Il y avait effectivement des entraînements aujourd'hui. Sur place, nous avons retrouvé ces douilles, des balles qui ont été laissées sur place, qui pourraient expliquer l'incendie. En ce qui concerne la progression, Pierre, où est-ce qu'on en est? Est-ce que le feu est en passe d'être maîtrisé? Non, malheureusement, l'incendie est loin d'être maîtrisé. Vous le disiez, il a parcouru déjà plus de 150 hectares. Et le vent, ce soir, continue de souffler en direction de Marseille. Un pompier me confiait il y a quelques instants que nous nous trouvons actuellement au moment critique. Merci Pierre. Et puis, non loin de là, à Châteauneuf-les-Martigues, toujours près de Marseille, un autre incendie s'est déclaré. 250 pompiers sont sur place avec 2 Canadair et 3 hélicoptères bombardiers d'eau. Plusieurs habitants ont dû quitter leur domicile. 3 caravanes de vacanciers ont été brûlées. Autre incendie, décidément en Espagne cette fois. Nous vous en parlions dès hier à la fin du journal. Un incendie beaucoup plus important, celui-ci par son ampleur et par ses conséquences aussi. 4 pompiers sont morts en luttant contre les flammes. Elles courent depuis maintenant 2 jours au cœur d'un parc régional au sud de la Catalogne. Arnaud Comte, Hélène Vergne, Xavier Marchand. Attisés par des vents tourbillonnants, les flammes continuent leur ravage. Une vingtaine d'avions bombardiers d'eau survolent le parc national de Catalogne. Les flammes ne sont qu'à 5 km de la ville la plus proche. Hier, à la lisière du massif, une quarantaine d'habitants ont été évacués. Le feu menaçait leur maison. Quand les flammes arrivaient à la base de l'arbre, alors en 3 secondes, il a fait vouf. Alors à ce moment-là, j'ai déjà plus peur. J'ai dit bon, là, on fout le camp, on partait. On voyait que tout brûlait et nous ne pouvions rien faire d'utile. Tout a été réduit en cendres. Les secours se ravitaillent dans les réserves d'eau, mais aussi dans les piscines des particuliers. En 2 jours, plus de 800 hectares de végétation ont brûlé dans la région de Tarragone, où la température excède parfois 40 degrés. Nous sommes en alerte permanente à cause des vents violents. Dans cette zone, l'accès est difficile et la visibilité réduite. Hier, piégés par un brusque changement de direction du vent, 4 pompiers ont perdu la vie. Cet hélicoptère évacue vers Barcelone 2 autres soldats du feu, grièvement blessés. Épargnée ces 2 dernières années, l'Espagne connaît ses incendies les plus meurtriers depuis 2005.
En Corse, le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, dénonce un acte totalement irresponsable. Une voiture piégée a explosé tôt ce matin devant les locaux de la gendarmerie de Vescovato, c'est près de Bastia, des locaux qui abritent des familles de gendarmes. Le fils de l'un d'entre eux a échappé de justesse au pire. Sur place, Samori Guibert, Chloé Cormery. Une carcasse calcinée, tout ce qu'il reste de la voiture piégée. Un véhicule volé avec à l'intérieur une bonbonne de gaz, une charge explosive, égarée le long de la gendarmerie de Vescovato. L'attentat a eu lieu à 6 h ce matin. Des débris se sont fichés dans la façade de l'immeuble, des vitres ont été brisées. Seuls dégâts visibles, mais pour les autorités de l'île, l'intention ne fait pas de doute. On aurait pu tuer. Je crois qu'il faut être bien conscient de cette réalité. Le véhicule a été positionné à proximité de la gendarmerie. D'ailleurs, je note qu'un jeune homme qui passait sur le rond-point a été projeté avec son vélo. Il aurait pu être grièvement blessé. Le jeune homme a été emmené à l'hôpital pour examen, qui n'ont rien décelé. Aucun occupant de l'immeuble n'a d'ailleurs été blessé, mais tous sont choqués. Il y avait un enfant de 3 ans et demi, un petit bébé de 2 mois et demi. La petite fille de 3 ans et demi est touchée. J'ai avec moi une cellule de soutien psychologique qui est à son travail. La voiture piégée n'est pas un mode opératoire courant en Corse. Les dernières ont visé en 2006 un cantonnement de CRS et une gendarmerie. L'attentat de ce matin n'a pas été revendiqué, mais les enquêteurs disaient aujourd'hui s'attendre à des actions à une dizaine de jours de l'ouverture des journées nationalistes de Corté. Certains candidats au bac pourraient bien avoir une mauvaise surprise cet été et d'autres en revanche pourraient être ravis. 100 000 copies du bac vont être vérifiées. Les académies de Paris, Créteil et Versailles sont concernées. C'est la suite du problème constaté la semaine dernière. Des notes avaient été attribuées aux mauvais candidats à la suite d'une erreur de saisie. On ne parlait alors que de centaines de copies. Le phénomène pourrait donc être bien plus important, même si le ministère ne parle pour l'heure que de simples vérifications. 11 000 € pour tenter de désamorcer la bombe sociale dans l'usine New Fabrice qui doit fermer à Châtellerault. 11 000 € d'indemnité pour chacun des 366 salariés. C'est finalement ce que propose le gouvernement. Les syndicats jugent cette mesure insuffisante. Ils réclament pour leur part 30 000 €. Un vote doit avoir lieu demain. Les salariés décideront s'ils réinstallent ou non les bonbonnes de gaz. Il y a quelques jours, je vous le rappelle, ils avaient menacé de faire sauter leur usine. La menace pour peser dans la négociation, c'est aussi le choix fait par les salariés du site Michelin de Mont-Soleil-Mines en Saône-et-Loire. Cette nuit, ils ont retenu 4 membres de la direction avant de les relâcher au bout de quelques heures. Le groupe fait état par ailleurs de dégradations matérielles importantes. L'objet du conflit porte sur des sanctions disciplinaires prises à l'encontre de 2 employés, le tout dans un contexte social très tendu. Le mois dernier, Michelin a annoncé la suppression de 477 postes sur ce site l'an prochain. Et puis à Malaucène, dans le Vaucluse, plusieurs dirigeants d'une papeterie ont aussi été séquestrés pendant quelques heures. L'usine doit fermer, 211 emplois sont menacés. Dans ce village provençal, c'est un coup de tonnerre. Cette papeterie existe depuis près de 5 siècles. Sur place, Stéphane Despinois, Christophe Larocca. Le coup de massue, ils l'ont reçu le 17 avril dernier. La direction leur annonçait alors la fermeture des papeteries malaucènes. Une perspective inconcevable pour les 211 ouvriers de cette fabrique vieille de 5 siècles. Ici, on imprime les papiers des filtres de cigarettes, un métier qui se transmettait de père en fils. Moi j'ai mon père qui travaille ici, exactement à l'imprimerie, et j'ai mon oncle qui est chef d'équipe. Voilà. La fermeture des papeteries, cela équivaut à rayer d'un trait de plume la seule industrie de cette commune nichée au pied du Ventoux. Les salariés promis au licenciement n'ont plus le cœur à l'ouvrage. Ça fait mal, quoi. Ça fait mal parce qu'il va falloir retrouver de l'emploi, ça va pas être évident. On a été mis sur le tapis parce que ça représentait 30 centimes d'euros de moins sur une action aux États-Unis. Alors, et quand ils ont annoncé la fermeture du site de Malaucène, les 30 centimes sont repartis, quoi. Et l'action Choisir Motuit a fait que monter depuis. Malaucène se bat pour convaincre l'actionnaire américain de trouver un repreneur, à commencer par le maire lui-même, un ex des papeteries. Ici, cette usine, c'est toute une histoire. Le village de Malaucène vivait à l'allure de l'usine, c'est-à-dire que la sirène de l'usine disait à l'agriculteur « Tiens, il est midi, il va manger à 14 h, ça leur envoyé vers son champ ». À une époque, en effet, beaucoup d'ouvriers étaient d'ailleurs paysans. Les Malaucéniens sont fiers du savoir-faire des papetiers. Pour les anciens, la fermeture annoncée est un déchirement. C'est une amputation quoi, pour le village, même pour la région. Quoi. Quand j'en parle, j'ai presque envie de pleurer.
Malocène devra-t-elle vivre sans ses papetiers? Le sort de la vieille fabrique et de ses 211 salariés sera scellé d'ici la fin de l'été. C'est une éclipse de soleil comme il n'y en aura plus avant 2132. Regardez le magnifique spectacle qu'ont pu admirer des centaines de millions d'Indiens, de Chinois ou encore de Japonais. Il a commencé à 2 h du matin, heure de Paris. Certains ont même affrété des avions pour pouvoir suivre le phénomène plus longtemps. C'était l'éclipse du siècle selon les astronomes. La nuit est donc tombée en plein jour pendant plus de 6 minutes sur une bande de 15 000 km de long sur 250 de large. Nos correspondants, Arnaud Miguet et Dominique Marotel, se sont rendus au fin fond du continent indien, là où les experts du monde entier estimaient que le spectacle serait le plus beau. Voyez le reportage. En train ou à pied, ils se sont donné rendez-vous par milliers ici à Tarenia. Il est 5 h du matin en Inde, l'endroit est noir de monde. Ce petit village obscur de l'un des États les plus pauvres du pays est censé être l'épicentre de cette éclipse solaire. Rares sont ceux qui ont les fameuses lunettes, mais qu'importe. Personne ne veut rater ce spectacle incroyable. C'est la ruée vers les premières loges, quitte à prendre des coups de bâton. Vers 6 h 30, la nuit tombe à nouveau. L'éclipse va durer ici 3 minutes 38 secondes. Il y a les locaux et les nombreux astrotouristes étrangers. Ceux-là sont venus de Belgique. En Europe, on ne peut pas le voir. Donc on fait ce déplacement spécialement pour cet événement-ci. Et pour 1230 € la place, lunettes comprises, les plus privilégiés ont pris de l'altitude pour presque toucher du doigt ce cercle de diamants. Je ne pourrai pas voir la prochaine éclipse parce que bien sûr il n'y en aura pas d'autre de mon vivant. Retour sur terre au village de Tarenia. Sous les applaudissements de la foule, l'endroit s'éclaire comme si un autre jour se levait. C'était vraiment chouette et c'était la première fois que j'en voyais une. Pour tous, c'était vraiment le spectacle d'une vie. Pour la prochaine éclipse, ici en Inde et en Asie, rendez-vous dans 105 ans, en 2114. Alors en Inde comme en Chine, l'éclipse totale de soleil signifie pour les superstitieux un mauvais présage. Ce mouvement des astres rompt le fameux équilibre du yin et du yang, des lumières et des ténèbres. En Occident, le phénomène est même mentionné dans la Bible au chapitre de l'Apocalypse. Mythes et réalités scientifiques avec Nicolas Châteauneuf, Arnaud Miguet et Frédéric Faure. Depuis la nuit des temps, c'est un soleil noir qui fascine l'humanité. Au cœur de nombreuses mythologies, l'astre de jour s'éteint subitement, serrant les cœurs et semant l'effroi. 500 ans plus tard, les éclipses totales de soleil suscitent toujours de grandes inquiétudes. En Inde, certains astrologues y ont vu le signe de bouleversement à venir, rarement bénéfique. Et les hindous se pressent par centaines de milliers le long du Gange pour vivre ce moment d'intense ferveur religieuse. Pour nous, c'est le démon Rahu qui mange le soleil, puis le régurgite, le libère. Et le combat se poursuit dans le ciel. En Chine aussi, l'événement captive les terriens. Ici, les légendes ne gardent pas un bon souvenir des éclipses de soleil. Dans le passé, les Chinois avaient très peur des éclipses, parce que selon la légende, c'est le chien céleste qui mange le soleil, et c'est un mauvais présage. En France, les éclipses, même récentes, ont apporté leur lot de superstitions. Il y a 10 ans, Paco Rabanne prédisait la destruction de Paris par la chute de la station Mir. Le jour J, les occupants de la station filmaient de là-haut le spectacle saisissant d'une ombre géante survolant l'Europe. Celle de la Lune, qui s'intercale à la bonne distance entre la Terre et le Soleil. Alors, il y a à peu près 2 à 3 éclipses de Lune et de Soleil par an, bon an mal an, visibles sur la Terre. Par contre, les éclipses de soleil, là, il faut aller à des endroits bien particuliers pour les observer. En France, pour la prochaine éclipse totale de soleil, il faudra attendre septembre 2081. Et que les superstitieux n'y voient pas un lien avec l'éclipse, ça aussi les scientifiques l'avaient prévu. La grippe A H1N1 progresse à grande vitesse. On a appris cet après-midi qu'un groupe d'adolescents étrangers avait été mis à l'isolement dans un établissement où ils séjournent à Issy-les-Moulineaux en région parisienne.
Les médecins comptent ce soir 47 cas avérés. Il s'agit essentiellement de jeunes Espagnols entre 15 et 18 ans. Leur état n'inspire aucune inquiétude. Par ailleurs, toujours dans les Hauts-de-Seine, la préfecture fait aussi état ce soir de 17 cas avérés dans un lycée de Rueil-Malmaison qui accueille lui des adolescents italiens pour les vacances. Alors pour faire face à l'épidémie, la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, a fait savoir aujourd'hui que le gouvernement avait commandé pas moins de 94 millions de doses de vaccins. Coût de l'opération 879 millions d'euros. Elle sera financée pour moitié par l'assurance maladie et puis pour l'autre moitié par l'État. Le gouvernement qui demande aussi à partir de demain aux médecins généralistes de prendre le relais en première ligne. Désormais, ce sont eux qui auront la mission d'orienter les malades en cas de symptômes suspects. Il ne faudra donc plus appeler le SAMU. Marie-Pierre Samitier, Vincent Barral. On va écouter. Raphaël présente à 2 ans et demi des symptômes grippaux. Alors le médecin vérifie sa température et l'état de ses bronches. Jusque-là, c'est le 15, le SAMU, qui devait le prendre en charge. Avec ce nouveau dispositif, c'est donc le médecin de famille qui a pour mission de gérer l'épidémie de grippe. Non seulement on peut les prendre en charge à domicile par le traitement habituel, paracétamol, traitement symptomatique de soulager la toux, le rhume, etc. Mais en plus, donc à partir du 23, on peut en plus prescrire du Tamiflu. C'est ça la nouveauté. Attention, le Tamiflu ne sera prescrit que pour les malades les plus fragiles. Par précaution, les patients qui arrivent chez le médecin seront interrogés. Alors, je viens de rentrer du Japon. Oui. Et s'il y a un risque de grippe, on les équipera d'un masque pour aller en salle d'attente. La consigne pour les équipes d'SOS Médecins à Paris, c'est de soigner la grippe A H1N1 comme la grippe saisonnière, même si le débat entre les médecins alarmistes et les modérés continue. C'est une grippe, comme toutes les grippes, sauf qu'on l'a en juillet et pas en hiver, c'est tout, c'est une grippe. Je ne comprends pas qu'on affole la population comme ça. Mais si ça avait été l'inverse, si ça avait été un virus d'emblée grave, avec un taux de mortalité comparable à celui de la grippe aviaire qui est de 50 à 60%, et si on n'avait rien fait, comment aurait réagi la population, les citoyens, etc. On a appliqué le principe de précaution. La France compte aujourd'hui 793 cas probables et confirmés et la vague de grippe A H1N1 est attendue par les généralistes sans inquiétude. Et du côté de la recherche, la course contre la montre se poursuit. On parlait tout à l'heure du vaccin. Eh bien, en Australie, où c'est déjà l'hiver, les essais cliniques ont commencé sur des volontaires. Plus de 200 adultes et 400 enfants participent à ce test. Médecine toujours avec les progrès spectaculaires de cet agriculteur allemand qui s'était fait greffer 2 bras. C'était une première mondiale, c'était il y a 1 an. Depuis, il réapprend à vivre presque normalement. Je peux même promener mon chien, a-t-il dit aujourd'hui avec beaucoup d'émotion devant un parterre de journalistes. Florence Mavic. La poignée de main est franche, mais encore fragile. Karl Merck a vécu 6 ans sans bras. Amputé à hauteur d'épaule en 2003 après un accident de travail, cet éleveur bavarois de 55 ans apprivoise aujourd'hui ses 2 nouveaux bras, ceux d'un donneur. Je peux ouvrir les portes sans problème, faire du vélo et me gratter lorsque cela me démange quelque part. Je me lave seul, chaque jour ça va un peu mieux. En juillet 2008, c'est une équipe de 40 personnes qui opère Karl Merck durant 15 heures. Malgré 3 réactions de rejet depuis l'intervention, les médecins se montrent optimistes sur la pérennité de la greffe. Et là, il y a des sensations? Oui, je ressens des choses. Pour muscler ses nouveaux bras, Karl fréquente assidûment la salle de sport de la clinique. Son rêve, pouvoir bientôt soulever en bon bavarois une masse bière, une chope de bière d'1 litre. Gaston Floss va finalement pouvoir être placé en garde à vue. Le bureau du Sénat a partiellement levé aujourd'hui son immunité parlementaire. Ce sénateur d'hiver droite, figure politique historique de la Polynésie dont il a été le président, doit être interrogé dans une affaire de détournement de biens sociaux et de corruption. Nous vous en parlions dès hier soir, c'est une petite révolution dans l'histoire de la Ve République. Les règles du temps de parole politique ont été modifiées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. À partir du 1er septembre, les interventions radio et télévisées du président de la République et de ses collaborateurs seront comptabilisées. L'opposition s'en réjouit. Comment cela va-t-il fonctionner concrètement? On voit ça avec Alix Bouillaguet, Daniel Wolfrom et Pascal Caron. Cet après-midi, un président sur le Tour de France dans la roue des cyclistes qui luttent contre le temps. Mais désormais, le chrono ne tourne plus seulement pour le coureur, mais aussi pour le chef de l'État.
Hier, le CSA a adopté de nouvelles règles. Si les propos de Nicolas Sarkozy s'inscrivent dans sa mission de président de la République, son temps de parole n'est pas pris en compte. Par exemple, ce sont les propos du président en matière de politique étrangère ou en tant que chef des armées ou rendant hommage à un disparu. On peut imaginer que ce sont des propos régaliens, même s'il faut après aller regarder le propos de près pour s'en assurer. Propos régaliens comme le 14 juillet dernier. Nicolas Sarkozy parle des armées, il est dans son rôle, le chrono ne se déclenche pas. On a besoin d'une armée de professionnels, modernes, aguerris. En revanche, il se met en route dès que ses propos relèvent du débat politique, comme ici en Allemagne, sur les régimes spéciaux. J'ai été élu pour mettre en œuvre des réformes profondes, pour moderniser la France. Ces réformes se feront. Ou en Italie, sur la fusion d'une banque française. D'abord, le projet de fusion Banque Populaire Caisse d'Épargne est un projet qui n'a pas été... Et puis, il y a aussi les subtilités, des comptes ou pas, lorsque Nicolas Sarkozy s'exprime devant le Congrès à Versailles sur l'emprunt national. Quant à l'emprunt, son montant, ses modalités seront arrêtées une fois que nous aurons fixé ensemble les priorités. À chaque chaîne de l'apprécier sous le contrôle du CSA. Autre casse-tête, le temps de parole des conseillers de l'Élysée, il sera également comptabilisé, un nouveau règlement que l'opposition réclamait depuis longtemps. Médias et politique, il en était aussi question aujourd'hui au Parlement sud-coréen, mais dans une atmosphère autrement plus tendue. Regardez, des centaines de députés en sont venus aux mains à l'Assemblée à l'occasion d'un vote destiné à limiter les capitaux privés dans les chaînes de télévision. L'opposition y a vu une manœuvre du gouvernement pour contrôler les médias. Du coup, tout le monde s'y est mis, y compris les femmes députées. Mais le parti au pouvoir, en surnombre, est parvenu à faire une chaîne humaine autour du président de l'Assemblée pour qu'il puisse finalement adopter solennellement la loi. Aux États-Unis maintenant, l'étau se resserre autour du médecin de Michael Jackson. Les policiers qui enquêtent sur la mort de la pop star ont perquisitionné aujourd'hui son bureau dans une clinique de Houston, au Texas. Des proches de Michael Jackson, vous le savez, avaient accusé ce médecin d'avoir prescrit abusivement des médicaments au chanteur. Il est 20h20 à suivre une visite guidée au cœur d'un des plus beaux sites touristiques du monde, Petra, en Jordanie. C'est en danger à cause de son succès. Nous reviendrons aussi sur l'étape du jour, sur le Tour de France. Les coureurs ont avalé 5 cols entre Bourg-Saint-Maurice et le Grand Bornand. Et puis nous partirons à Venise pour un spectacle féerique de Pietra Gala sur la place Saint-Marc. Le tourisme de masse est donc peut-être en train de détruire ce que 30 siècles n'ont pas réussi à altérer. À Petra, en Jordanie, le flot des visiteurs, leurs déchets ou tout simplement leur respiration érode ce bijou millénaire du désert. Et pourtant, aucune mesure n'a encore été prise pour le protéger. C'est un reportage de Claude Sampère et Mossy Harmon. C'est l'un des sites touristiques les plus magiques au monde, Petra en Jordanie. Une ancienne cité taillée dans la roche des montagnes du sud. Une ville créée vers la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, les touristes viennent du monde entier pour admirer ces vestiges. C'est magnifique, c'est impressionnant et surtout c'est inédit. Enfin, moi, j'ai jamais vu quelque chose comme ça. L'expression française, c'est waouh. J'en rêvais depuis des années et c'est plus beau que ce que j'espérais. Quand on arrive la première fois, c'est le choc, voilà. Et c'est un endroit magique. Loin des touristes, chaque matin à l'aube, un homme parcourt ces lieux. Ici, tout le monde l'appelle le professeur. Talal Akché est un des plus grands spécialistes de Petra. Il a accompli un travail de recherche considérable sur l'ancienne cité nabatéenne. Aujourd'hui, il lance un cri d'alarme. Petra est en danger. La plupart des ouvrages sont endommagés, attaqués par la pluie, les vents, le soleil, depuis des siècles. Avec son fidèle assistant Faisal et son étrange équipement de mesure, le professeur tente depuis une dizaine d'années d'établir une cartographie très précise des dégâts. Bien sûr, tout cela est le résultat des phénomènes climatiques. Ici, ce sont les pluies qui ont abîmé ce monument. On peut voir les traces du ruissellement et bien sûr, cela a affaibli la roche et provoqué tous ces dégâts. Il y a beaucoup de choses que l'on pourrait faire pour ralentir les destructions causées par l'érosion. Quand on se promène à Petra et que l'on découvre les centaines de monuments dans la roche, on est frappé par la quasi-absence de travaux de protection, de rénovation. On aperçoit un seul grand échafaudage. À gauche, l'ouvrage a été restauré. À droite, les travaux ont été suspendus, faute d'argent. Le professeur nous emmène dans le seul endroit où deux spécialistes travaillent, un couple d'Anglais qui restaure des peintures abîmées.
Un travail précis, efficace, mais qui coûte très cher. Petra manque aujourd'hui cruellement d'argent pour opérer un sérieux travail de protection du site. Pour obtenir des fonds, Petra accueille chaque année un demi-million de visiteurs. Une ville avec des centaines d'hôtels a grandi en quelques années autour du site. Un développement anarchique qui pèse sur la beauté des lieux. Chaque touriste paye un ticket d'entrée de 20 €. Et au milieu des monuments, les touristes sont libres. Ils peuvent aller partout, escalader tous les ouvrages à dos d'âne ou à pied, faire n'importe quoi, n'importe où, devant des gardiens indifférents. Plus vous avez de touristes, plus le site est soumis à une énorme pression. Les gens marchent là où ils ne devraient pas aller, l'amphithéâtre par exemple. En Jordanie, les autorités sont aujourd'hui parfaitement conscientes qu'il faut tout faire pour préserver les vestiges de Petra. Depuis plusieurs mois, elles évoquent la possibilité de limiter le nombre de touristes autorisés à visiter le site chaque jour. Mais pour le moment, les questions d'argent brouillent le débat et pour l'heure, aucune décision n'a été prise. Autre monument d'un autre genre, le Tour de France. L'étape d'aujourd'hui était digne des étapes de légende. 5 cols à franchir, dont 4 de première catégorie. Lance Armstrong n'y a pas résisté. Il n'est plus ce soir sur le podium. Alberto Contador a en revanche lui confirmé sa position de leader en arrivant deuxième derrière le luxembourgeois Frank Schleck, Aaron Tanzit et Mathieu Niewendowski sur place. Une victoire en famille. Quand Frank Schleck franchit la ligne en vainqueur, son petit frère Andy, troisième, ne peut s'empêcher également de lever les bras au ciel. Deux frères unis dans le bonheur. Je suis super content pour lui. Il m'a presque offert la victoire. Mais pour nous, on se connaît tellement, c'est facile de faire ça. Il est aussi heureux que moi et au final, on pourrait être tous les deux sur le podium à Paris. À l'attaque toute la journée. Ce soir au général, Andy Schleck est deuxième. Franck passe à la troisième place. Dans la grande étape alpestre, les deux grimpeurs luxembourgeois ont tenu tête à Alberto Contador. Le maillot jaune au coup de pédale toujours aussi facile. Dans le col de la Colombière, l'Espagnol tente bien de lâcher les Schleck, mais rien à faire. Andy et Franck sont des durs à cuire. Derrière, Armstrong, fidèle à sa parole, joue les équipiers modèles, se contentant longtemps de contrôler le Britannique Wiggins, avant de tenter de rejoindre les trois de devant, en pleine négociation pour la victoire finale. Et au grand bornant en seigneur, Contador laisse Frank Schleck passer la ligne le premier. La victoire, c'est pas grave. Aujourd'hui, pour moi, le plus important, c'est que mes poursuivants ne me reprennent pas de temps. Au final, les coureurs les plus dangereux, au général, sont toujours derrière moi, et c'est bien là l'essentiel. Armstrong perd aujourd'hui 2 minutes 18. Quatrième, l'Américain n'est plus sur le podium. Et si ce soir Contador porte des chaussures blanches, pour dimanche prochain sur les Champs-Élysées, il en a commandé des jaunes, qui iraient parfaitement avec un maillot or. Preuve en est que l'Espagnol ne doute plus de rien. Et si la victoire semble avoir définitivement échappé aujourd'hui à Lance Armstrong, il ne s'avoue pas battu pour autant. En ce qui concerne l'année prochaine, le coureur américain a fait savoir qu'il participerait au Tour à nouveau en 2010 avec sa propre équipe, histoire d'être le patron chez lui cette fois-ci. Il devrait dévoiler le nom de son sponsor demain. Alors on parle toujours des vainqueurs, de ceux qui sont devant, mais dans une épreuve comme le Tour, il serait injuste de ne pas s'intéresser aux derniers, les galériens comme on les appelle, ceux qui souffrent, que l'on ne voit jamais, mais qui vont jusqu'au bout, d'eux-mêmes et de l'étape. Nous les avons suivis aujourd'hui. Julien Benedetto, David Dameda. La légende du Tour s'écrit aussi à l'arrière du peloton. Loin, très loin du maillot jaune, ils traînent leur souffrance dès que la course prend de l'altitude. Quelques mètres derrière le dernier, la voiture balai rôde. Moi j'ai calculé les délais à 35, ça doit faire autour de 40 minutes. Au volant, Alain Daniel, 17 Tours de France au compteur. Son boulot, ramasser, comme on dit dans le jargon, les coureurs qui abandonnent. Voici son tableau de chasse, à chaque fois un crève-cœur. Souvent il est en sanglots, souvent pour lui tout s'arrête. Donc il y a certains coureurs qui parlent pas du tout, on leur pose 2-3 questions, ils nous répondent pas, mais bon, pour eux il y a quelque chose qui disparaît, le Tour de France qui s'arrête pour eux. Col de Rome, l'ascension la plus dure du Tour, une pente à 12%. Alberto Contador est passé depuis une demi-heure déjà, mais le public est toujours là, car ici, les derniers valent les premiers. Ils ont beaucoup de mérite, ils font le même boulot et puis ils sont derniers. Et c'est super. Ils sont courageux, c'est tout. Pour moi, ils ont autant de valeur que les premiers. Allez, c'est bien les gars, c'est bien, on est à 3, c'est très bien. Allez les gamins, allez, c'est très bien, allez. Soulagement à l'arrivée au Grand Bornand.
aucun coureur hors délai. Le dernier en termine 35 minutes après le vainqueur du jour, qui est déjà en train de se faire masser à l'hôtel. Et pour terminer, comme promis, on va partir maintenant à Venise. Voici l'histoire de Marco Polo comme on ne vous l'a jamais raconté, tout en légèreté, tout en poésie. Elle est signée Pietragala et De Rouault. Nos correspondants Philippe Visserias et Karine Guillaumin les ont rencontrés dans la cité des Doges. La place Saint-Marc. Marco Polo a 17 ans lorsqu'il la quitte pour parcourir l'Asie jusqu'à Pékin. Aujourd'hui, c'est là que Marie-Claude Pietragala et son compagnon Julien De Rouault font revivre l'épopée du commerçant vénitien. C'est assez féerique, fantastique. C'est le départ de ce navigateur qui va à l'aventure, qui va remonter la route de la soie. Donc pour nous, c'est hyper symbolique de venir danser cette pièce ici. Ancienne danseuse étoile, formée à l'école de Béjar et Nureyev, Marie-Claude Pietragala a fondé sa compagnie. Pour ce spectacle, elle a recruté des danseurs venus d'horizons différents, du hip-hop aux arts martiaux. On est peut-être un peu considérés comme des gens un peu à part, un peu marginaux, mais en même temps ça nous va bien parce que je trouve que justement dans le côté marginal, on peut justement explorer des choses nouvelles. Lorsque la nuit tombe sur Venise, Pietragala campe une mystérieuse dame blanche qui guide le voyageur vénitien dans son périple. Dans ce conte fantastique sur fond d'images d'animation, Julien De Rouault et Marco Polo. Peu importe le récit historique, il s'agit pour lui d'un voyage sensoriel. Guerriers chinois, peuple de la mer, il se confronte à ces mondes inconnus. Au pied du campanile, un ballet éclectique et populaire, comme les aime Pietragala, l'une des figures les plus novatrices de la scène française. Avant de refermer ce journal, on va faire un point sur l'incendie qui ravage en ce moment les Calanques aux portes de Marseille. Pierre Monégier, vous êtes sur place. Apparemment, les flammes progressent à une vitesse importante en direction de la ville. Les flammes progressent très vite en effet, elles ont déjà ravagé 400 hectares de garrigues et le vent souffle de plus en plus fort ici, toujours en direction de Marseille. Marseille qui se trouve maintenant à 1 heure de l'incendie selon les pompiers. Dans une heure, effectivement, les moyens aériens devront s'arrêter à cause de la nuit. Les pompiers, par précaution, ont déjà disposé du liquide censé retarder la propagation des flammes. Merci Pierre pour ces dernières précisions. Et puis je vous rappelle que l'enquête s'oriente vers un camp militaire dans la région où il y avait des manœuvres cet après-midi. C'est un tir qui aurait déclenché l'incendie. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, c'est la météo avec Laurent Romeshko. À suivre, Jeanne Poisson, marquise de Pompadour avec Hélène de Fougerolles, Vincent Pérez et Charlotte de Turckheim. Pour le journal demain à 13h, vous aurez le plaisir de retrouver Sophie Le Saint. Pour ma part, je vous donne rendez-vous à 20h. Excellente soirée sur France 2. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.